Une source d'angoisse. Je suis un grand déçu de ce qui se passe en politique. Peu importe pour qui on vote, le résultat sera le même. Quasiment 2 personnes sur 3 ne se sont pas déplacées pour voter. Je suis anarchiste et je voudrais foutre en l'air toute la société capitaliste. Force est de constater que pour beaucoup, la relation qu'on a avec la politique est un peu compliquée. Mais comment ça se fait? La politique, c'est pourtant supposé être un de nos centres d'intérêt principaux parce que ça impacte nos vies quotidiennes. Et ben on va voir dans cette vidéo que c'est peut-être parce qu'on a une vision de la politique qui est très étroite et même un peu bloquée. Par exemple, est-ce que vous arrivez à concevoir qu'un État n'est qu'une forme politique parmi tant d'autres? Eh ben non, puisque le monde entier est divisé en plein d'États. C'est donc pour vous une réalité concrète. Sauf qu'en fait, pas du tout. Et en découvrant ce que c'est que l'anthropologie politique, on va aussi découvrir qu'il y a plein d'autres systèmes qu'on n'arrive même pas à imaginer, que l'État-nation n'est pas forcément la forme politique la plus évoluée de l'humanité, que les êtres humains sont capables d'inventer plein de manières différentes de vivre ensemble, que ça ne dépend pas du nombre de personnes qu'on est, que les sociétés qui n'ont pas d'État ou de gouvernement comme le nôtre ne sont pas des sociétés auxquelles il manque quelque chose, mais des sociétés qui ont bel et bien autre chose à la place. Alors surtout, restez là. Ces derniers temps en France, on a vu quelques décisions politiques importantes super mal reçues par la population, du genre réforme des retraites, usage de 23 articles du 49.3, loi immigration, suppression de 7490 postes de profs depuis 2017 ou de 29 800 places en hôpitaux, banalisation des violences policières, bref. C'est super. Des trucs qui ne satisfont pas la majorité de la population et pourtant, il se passe rien. Les institutions fonctionnent toujours sans transformation majeure, il n'y a pas vraiment de remise en question du système établi, et par contre, il y a de plus en plus d'abstentionnisme, de gens désabusés. Putain. Explosion! Et quand on demande aux gens ce qu'ils en pensent de ce constat, ils vous diront souvent « c'est comme ça ». On vous dira souvent que, de toute façon, les instances du pouvoir font ce qu'elles veulent, que désobéir ça ne sert à rien, que ça a toujours été comme ça, que c'est de la merde, que c'est partout pareil, voire que c'est pire ailleurs. Et donc, comme on n'est pas si pire, on va faire avec. Sauf que, c'est pas vrai tout ça. C'est pas partout pareil, ça a pas toujours été comme ça. Et d'ailleurs, notre modèle politique, donc celui de l'État-nation, qu'on voit pourtant comme le modèle unique de la planète, à l'échelle de l'humanité, c'est étonnamment une petite particularité. Bon, là comme ça, j'avoue, ça n'a pas l'air forcément crédible parce que le modèle d'État-nation, il est le plus répandu à tel point qu'il n'existe aucune zone de la planète qui ne soit pas un pays et qu'en plus c'est un modèle ancien et que même avant, au 18e, au 19e siècle, les endroits qui n'étaient pas des États-nations fonctionnaient quand même comme tels ou sous l'autorité d'États-nations. Mais vous allez voir que quand on met le nez dans l'anthropologie politique, on découvre que l'humanité a vécu la plupart de son existence sous d'autres modèles et que ces modèles sont très intéressants parce qu'on ne les aurait jamais imaginés seuls, mais surtout qu'ils ne sont pas moins évolués que le nôtre et même parfaitement viables. Pourtant, vous avez sûrement l'impression que non, que les modèles politiques des autres cultures ne sont pas viables, puisque tout le monde vit sous le modèle politique de l'État-nation qu'on connaît. Obvious. Alors que, ok, ces autres modèles sont peut-être super intéressants, mais qu'ils ne sont valables que pour des petits groupes de 150 pélos au fond des bois, et pas pour des immenses sociétés de millions d'individus. Mais quoi qu'il en soit, vous vous dites que rien n'est plus évolué que notre système politique majoritaire. Bon. Déjà, ça veut dire que vous n'êtes pas au courant qu'en Amérique centrale, il y avait d'immenses populations de millions d'individus, un peu comme la nôtre, genre les Olmecs, qui avaient des systèmes qui pourtant ne correspondaient pas du tout aux définitions qu'on a d'un État. Et qu'en plus, vous êtes peut-être pas non plus dit que, je sais pas qui c'est qui a décidé qu'on était des millions et pas juste des groupes de 150. Parce que ça n'est qu'un découpage. En clair, ce n'est clairement pas le nombre d'individus qui fait l'État. Mais si vous pensez comme ça, c'est parce que nous sommes spontanément ethnocentristes. Ça veut dire que de façon spontanée, on a tendance à se prendre comme référence. Et si vous vous dites que non, que quand même,
faut pas se prendre pour le centre du monde et tout. Et ben je vous assure qu'en réalité, la majorité du monde a du mal à se dire que on perçoit les choses à travers un prisme, qu'on a des constructions sociales qui modifient notre vision du monde et que les autres réalités sont tout autant valables. Et se désethnocentriciser, je viens d'inventer un mot qui doit faire pas mal de points au Scrabble, et ben ça demande un gros effort intellectuel qui fait en plus vaciller pas mal la réalité qu'on s'est construite, qu'on nous a construite. Et ça, soyons honnêtes, c'est pas si facile à avaler. Et plus particulièrement quand ça vous dit que vous n'êtes pas au sommet de la hiérarchie du monde, parce qu'il n'y a pas de hiérarchie du monde. Et autant quand on dit ça sur des questions d'évolution culturelle, ça peut passer encore. Mais quand c'est sur la politique, sur l'organisation du pouvoir, j'ai l'impression que c'est le boss final. D'ailleurs, beaucoup de scientifiques considèrent que la pensée qui nous a amenés à considérer d'autres humains comme inférieurs à nous, c'est pas une pensée scientifique ou culturelle, mais bel et bien une pensée politique. On a observé d'autres organisations politiques et on les a classées comme en dessous de la nôtre. Comme si l'apparition d'un État était un critère d'évolution. Bon, je vous rassure tout de suite, ça fait bien longtemps que c'est établi que c'est pas valable scientifiquement. D'ailleurs, les anthropologues qui avaient développé un schéma d'évolution selon lequel on passerait de bande à tribu, à chefferie et puis à État, ont eux-mêmes reconnu de leur vivant qu'aucune preuve scientifique ne validait cette théorie et que c'était juste des catégories qui étaient bien commodes pour définir les sociétés, mais qu'il n'y avait en réalité aucune ligne du temps, aucune logique entre ces types d'organisations. Parce qu'en réalité, il y a surtout une pluralité de modèles politiques dispersés dans le temps et dans l'espace. Le concept d'État est un concept parfaitement valable, mais il n'est qu'un concept. Si les autres manières de gouverner sont minoritaires, en revanche c'est un autre sujet. Et il conviendrait de parler de système de domination, de colonisation, etc. Mais ça serait bien plus intéressant d'en parler avec des chercheurs spécialisés dans des vidéos consacrées. Pour le moment, on va surtout essayer de comprendre quelles peuvent être ces autres formes politiques. Et puis après, vous en faites ce que vous voulez. Ça peut infirmer ou confirmer ce que vous pensez de notre monde, mais c'est toujours très bénéfique de découvrir d'autres visions que la nôtre, et notamment pour une raison bien précise qu'on va aborder un peu plus loin dans la vidéo. Le premier constat de l'anthropologie politique, c'est qu'il n'y a aucune société sur Terre qui n'a pas d'organisation politique et d'organisation du pouvoir. Et la politique et le pouvoir, c'est une question qui englobe le social, l'économique, le religieux, le militaire, bref, en clair, tous les aspects de la vie. Donc, lorsqu'on réfléchit en anthropologie politique, on cherche à comprendre comment les êtres humains organisent leur vie ensemble sur tous les plans. Et de ce fait, c'est un domaine qui est très complet et très complexe. Mais dans les débuts de la discipline en tant que telle, au XXe siècle, les anthropologues qui s'interrogent sur les structures des autres sociétés travaillent pendant la colonisation. Ah oui. Et donc, qui finance les travaux de ces chercheurs sur les terres des sauvages qu'on pille ? Eh ben, c'est les instances coloniales, forcément. Et on a beaucoup d'exemples où ceux qui ont financé les travaux des anthropologues ont clairement restreint la liberté académique des scientifiques pour que ceux qui le racontent puissent justifier l'entreprise coloniale en disant des trucs comme de toute façon, c'est des sauvages sans organisation qui vivent à l'état de nature, sans culture, tout ça. Donc, on doit leur apporter notre savoir, blablabla, blablabla. Et puis, les choses se sont inversées parce que l'anthropologie s'est émancipée petit à petit du colonialisme en même temps que ce fameux colonialisme s'est effondré. Le fou la poule, on ne sait pas, mais quoi qu'il en soit, comme souvent, on a fait face au phénomène inverse, radical. C'est-à-dire que les anthropologues se sont engagés très fort à débusquer toute forme de colonialisme et de néocolonialisme dans leurs travaux. Toute production scientifique est toujours à lire dans son contexte social et culturel. En l'occurrence, on affirmait la supériorité du modèle État-nation pendant la colonisation. Et les travaux suivants sont à lire en tenant en compte la décolonisation, les crises économiques, les conflits idéologiques, la mondialisation, l'émergence des problématiques autochtones, etc., etc. En tout cas, on met longtemps à trouver des productions d'anthropologie politique proposées par des personnes racisées. Et ça, c'est quelque chose de très important. Parce que ce que des intellectuels d'autres cultures peuvent dire de la politique, c'est ça qui va nous permettre d'avoir les autres angles, les autres prismes, et donc de tenter de sortir de notre ethnocentrisme et d'être un peu plus neutre et scientifique. Et en réalité, il y a quelques siècles,
on accordait du crédit à ce que disaient les intellectuels d'ailleurs. Et ça a eu des impacts retentissants sur notre histoire, grâce à ce qu'on appelle la critique indigène. Et oui, le mouvement des Lumières, par exemple, il a été inspiré par les critiques sur notre système d'un intellectuel qui s'appelait Kondiaronk notamment, et qui était issu du peuple Wendat, une société native d'Amérique du Nord. C'est un fait qui est pas très connu, mais en Europe, on avait des grands débats avec les intellectuels dits indigènes d'Amérique du Nord. Et oui, il y avait des intellectuels parmi les natifs d'Amérique du Nord, ça c'est pas un point à discuter. Et donc, ces gens-là, ils critiquaient notre système politique et ils discutaient avec des intellectuels de chez nous et ils se demandaient « Tiens, pourquoi vous avez des pauvres ? Tiens, pourquoi il y a des inégalités ? Pourquoi vous avez de la propriété privée ? Ok, chez nous on fait comme ça, ok, nous on fait comme ça, blablabla. Bla, bla. » Et c'était très populaire et tout le monde achetait les bouquins qui retranscrivaient ces débats. Et ça a été l'influence majeure qui a donné naissance au mouvement des Lumières, qui a remis en question l'ordre établi. Et ce, parce que Kondiaronk leur a soufflé à l'oreille qu'il y avait d'autres choses qui étaient possibles. Et pourquoi on accordait du crédit à la pensée et à l'organisation politique des autres cultures et plus du tout au XXe siècle? Ça va peut-être vous sembler un peu bête, mais rien qu'avec l'invention du concept du terme politique, on s'est mis à considérer des systèmes comme inférieurs aux nôtres. Comme vous le savez sûrement, c'est un mot qui vient du grec politikos ou du latin politicus, qui sont des mots formés autour du mot polis, qui veut dire cité. Donc d'office, ça exclut les peuples qui vivent sans cité. Pas de bras, pas de chocolat. Après, cité, ça veut pas dire grand-chose. Mais ce qu'on appelait cité, à peu de choses près, c'est ce qu'on appelle État. Et du coup, les organisations politiques autour d'une cité, comme celle de la Grèce ou de la Rome antique, ce sont des sociétés qu'on s'est mis à considérer comme étant pré-étatiques. Et je rappelle pour la deuxième fois que ça vaut que dalle, scientifiquement. Pour tout vous dire d'ailleurs, le terme État, il a été inventé par un jurisconsulte français du XVIe siècle qui s'appelait Jean Baudin. Et on doit aussi à ce monsieur, qui soit dit en passant était très connu pour sa misogynie excessive sans faille, un excellent traité scientifique sur les loups-garous. Ensuite, on a bien redéfini ce qu'était un État au XIXe siècle et concrètement, c'est une forme politique qui est basée sur la souveraineté d'un territoire où on trouve des dirigeants qui ont un statut qui va être différent de celui des autres membres de la population et qui détient le monopole de la violence, c'est-à-dire le droit de décider de quels humains on punit, on tue, on enferme, etc. Bref, les sociétés qui n'avaient donc pas cette forme d'organisation du pouvoir et de la politique étaient donc exclues de la recherche en sciences politiques et de la réflexion, puisque du coup on considérait que ils n'avaient pas de politique. Alors qu'en fait, certes, ils n'avaient pas d'État, mais ils avaient bel et bien autre chose à la place, et on va maintenant lever le voile sur de quoi il s'agit dans cette dernière partie de vidéo. Donc, jusque dans les années 1930 à peu près, on se dit que ces sauvages à poil là, ils connaissent pas la politique. Et puis, il y a un anthropologue qui s'appelle Evans Pritchard qui va sortir un ouvrage très important qui s'appelle Les Nuers, qui est concrètement une ethnographie de 10 ans auprès d'un peuple d'Afrique de l'Est. Et dans cet ouvrage, il va décrire un système politique inimaginable pour un occidental de cette époque, très différent de ce qu'on connaît, en l'occurrence une forme d'anarchie ordonnée. Je vais pas développer beaucoup plus là-dessus parce que l'idée à retenir, c'est que ça y est, à partir de 1940, quand ce bouquin sort, on revient sur Terre et il est admis qu'en l'absence de toute forme de gouvernement type État, il n'y a pas rien, il y a d'autres structures au système. Et puis arrivent les thèses de Pierre Clastres et son bouquin La société contre l'État, qui date de 1974 et qui est pourtant à l'heure actuelle un passage obligatoire pour quiconque veut s'intéresser aux sciences politiques. Pour Pierre Clastres, qui, c'est quand même important de le noter, étudie des sociétés amérindiennes particulières dans un contexte politique européen particulier, il faut remettre les choses dans leur contexte, les sociétés sans État sont carrément des sociétés contre l'État. C'est-à-dire que délibérément, des sociétés du monde vont refuser le système étatique. À la limite, on s'en fout de ces sociétés particulières-là. Mais en fait, ça prouve deux choses qui sont très importantes. De un, que ces sociétés-là ne sont pas à des stades d'évolution inférieurs, qui n'auraient pas encore découvert le concept d'État, puisque on peut pas refuser un truc qu'on connaît pas. De deux, que surtout, ce que ces sociétés refusent, c'est qu'il y a un gouvernement centralisé qui exerce une force, des obligations, une domination, des contraintes, etc. sur la société. Ça, c'est ce qu'on appelle un pouvoir coercitif. Pour autant, ces sociétés ont quand même un système politique. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que le politique n'est pas coercitif par nature. Et que ces systèmes hiérarchiques que nous connaissons, qui sont
coercitifs donc, ne sont ni une fatalité, ni une nécessité. Par exemple, imaginez un chef d'un peuple d'Amérique du Nord, ou d'Afrique, ou du Pacifique Sud, peu importe. Mais le chef d'Amérique du Nord, il est pas mal parce que on le représente beaucoup dans notre pop culture et très mal. Vous le voyez comme un personnage autocratique qui décide, qui donne des ordres, machin. Un chef, quoi. C'est un gars qui en réalité n'a aucun pouvoir. Il incarne le pouvoir, mais il ne l'exerce pas. C'est dur à concevoir, hein. En gros, c'est un mec qui est là pour parler, pour rappeler les règles, faire le médiateur, apaiser les conflits, être un porte-parole, mais à aucun moment il ne va donner un ordre ou une sanction. En fait, pour rester sur l'exemple des peuples d'Amérique du Nord du XVIe siècle, ils avaient organisé leur monde politique qui était bâti sur un consentement négociable et réfléchi. De plus, en Amérique du Nord, on observe un phénomène important qui s'appelle la saisonnalité. C'est-à-dire qu'en fonction des périodes de l'année, on va changer de système et d'organisation politique. Des peuples comme les Cheyennes, les Crows, les Lakotas ont passé leur temps à bondir d'un extrême à l'autre du spectre politique avec des organisations hybrides, parfois claniques, parfois étatiques, voire dictatoriales. Et pour en savoir plus là-dessus, vous pouvez lire l'un des bouquins les plus importants de notre ère qui s'appelle Au commencement était de Graeber et Waingro. Finalement, si on devait définir comment ça fonctionne, la politique, on pourrait dire que ça s'articule autour de 3 piliers. Le premier étant le contrôle de l'information, puis le contrôle de la violence et ou le charisme incarné par un individu ou un groupe d'individus. Et au lieu d'essayer de voir une forme d'évolution dans la politique, il faut plutôt voir que les sociétés humaines ont utilisé différemment ces piliers. Parfois les 3, parfois 2, mais du coup il y a plusieurs combinaisons possibles, parfois un seul, et puis aussi parfois on peut être une chefferie par exemple, mais qui existe au sein d'un État, comme les Maoris en Nouvelle-Zélande. Les grandes civilisations comme les Olmecs, les Incas, l'Égypte antique, la dynastie Chang, ne sont pas des précurseurs de nos États modernes. Mais c'est le pharaon, comme le pharaon qui est le chef des loups. Et les autres formes politiques ne sont pas non plus des fenêtres sur notre passé. Toutes ces formes politiques différentes, ce sont des exemples que nous n'aurions pas pu imaginer, parce qu'on n'est pas omniscient et qu'on peut pas tout imaginer tout seul. Et surtout qui prouvent que d'autres choses que ce qu'on connaît peuvent exister. Qui nous rappellent que les êtres humains aussi sont bien plus intéressants que ne l'imaginent les autres êtres humains. Globalement, l'histoire de l'humanité nous démontre qu'on n'a jamais trop kiffé qu'on nous dicte notre conduite, qu'on a souvent refusé ce qui était trop contraignant. Et pourtant, on est aujourd'hui dans un système politique très rigide, hiérarchique, qui ne plaît pas vraiment à beaucoup, ou alors seulement en le comparant à des formes bien pires que lui, alors que tout démontre que ce système n'est pas une réalité transhistorique, mais qu'il n'est qu'une option. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui en anthropologie politique, c'est plutôt qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on perde notre créativité politique ? Comment ça se fait qu'on soit retrouvé bloqué sur cette trajectoire avec une normalisation de la violence et de la domination ? Comment on en est arrivé à un stade où l'État-nation apparaît comme l'unique modèle politique viable ? Et dans leur bouquin, Waingro et Graeber, ils proposent des pistes de réflexion pour répondre à cette question. Ils vont s'interroger sur les conséquences de la perte des libertés fondamentales, comme par exemple celle de quitter son environnement, celle de désobéir, celle de choisir de vivre autrement. Ils vont pointer aussi un facteur crucial, qui serait sûrement la destruction de l'autonomie des femmes, donc de la moitié de la population, ou encore le transfert de la violence au sein des relations privées et familiales. C'est une question qui est clairement compliquée. Mais en attendant, ce qui est important à retenir, c'est que les récits de développement politique des sociétés qui légitiment la forme qu'on a actuellement sont en grande partie des mythes. Et ce que veulent montrer les chercheurs actuels, c'est que les possibilités de changement politique, en fait, elles peuvent être à rechercher dans une meilleure compréhension de notre histoire, une compréhension plus précise et qui est permise aujourd'hui par des découvertes scientifiques très récentes qu'on a pu faire sur l'histoire de l'humanité. Si vous voulez d'autres exemples de ces systèmes, rejoignez-moi sur Instagram parce que je vais vous en présenter quelques-uns très bientôt. Mais surtout, vous en retrouverez plein dans le dernier livre que je vous ai cité. J'avoue, 650 pages de travaux scientifiques, c'est un peu chaud patate à lire, ça fait un peu peur. Et puis il y a quasiment 100 pages de références bibliographiques. Mais il faut savoir que c'est un livre qui a été comparé en termes d'impact scientifique à du Galilée et du Darwin. Rien que ça. C'est un monstre d'une rigueur scientifique qui a été rarement observée. Mais surtout, il donne beaucoup de force et d'optimisme parce qu'il permet de réaliser que il y a une incroyable diversité des expériences humaines possibles et il permet de se rendre compte que, en fait, on a toujours réfléchi à nos conditions et que les formes d'organisation sociale et politique, elles ont globalement été choisies et donc elles n'ont pas à être
subi. Petite dédicace et immense merci à ma consoeur Mélissa qui m'a beaucoup aidé à la rédaction de cette vidéo avec les sources ainsi qu'avec la relecture du script et la correction, qui est une anthropologue spécialisée justement dans le politique, qui est professeure à l'université. Et d'ailleurs, elle tient une page Instagram qui s'appelle Doc Humain Terre et qui explique des concepts d'anthropologie aux plus jeunes, donc n'hésitez pas à aller voir son travail. Et d'ailleurs particulièrement son post sur le pouvoir aussi, du coup si cette vidéo vous a intéressé, bah il va vous intéresser aussi. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je pense qu'elle est importante, donc n'hésitez pas à la partager, à booster un peu l'algorithme en mettant un like ou un commentaire. Et si vous êtes nouveau par ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Encore merci de m'avoir écouté et à très vite pour de nouvelles ethnochroniques. Au revoir.